des architectes paysagistes. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Au nord de l'Angleterre, dans le Cumberland, Levenshall est un domaine privé qui appartient à la même famille depuis 800 ans. Le jardin est conçu au XVIIe siècle par un paysagiste français, Guillaume Beaumont, formé par André Lenôtre à Versailles. Beaumont donne au jardin sa structure géométrique et ses perspectives, très prisées des Anglais à cette époque. Depuis, Levenshall a traversé les modes en gardant son caractère d'origine, et il témoigne aujourd'hui encore de la beauté des jardins formels anglais. Le trésor de Levenshall, c'est son carré de taupières. Ces buis et ces ifs, taillés par des générations de jardiniers, ont donné naissance à d'étranges sculptures végétales. Chris Crowder est jardinier en chef de Levenshall depuis 30 ans. Il entretient la collection de taupières et y apporte sa créativité. Chris, quel est cet endroit extraordinaire à Levenshall ? Ici, nous avons une collection incroyable de centaines de formes différentes de buis et d'ifs. Chacun a sa propre personnalité, il n'y en a pas de pareil. C'est pas du tout un jardin régulier qu'on a sous les yeux, c'est un jardin poétique. J'imagine que ce jardin ici a commencé de manière très formelle, avec des plantations très géométriques, régulières. Mais là, on a l'élément du temps, et on ne parle pas en décennies, mais en siècles. Et toutes ces plantes ont changé. Elles ont poussé. Elles ont probablement été taillées de manière amusante par les jardiniers. Ils y ont apporté leur propre personnalité. Aujourd'hui, l'ensemble part un peu par ici, par là. Il est un peu plus libre. Alors là, c'est typique quand on regarde cette allée. On n'arrive même plus à voir le manoir qui est au bout. Tous les arbres sont en train de déborder l'allée. Oui, comme vous pouvez le voir, les allées ont été débordées par les arbres. On ne peut pas les tailler exactement comme la fois d'avant. Chaque année, elles débordent un peu plus sur l'allée. Et ces plantes sortent des bordures de tous les côtés, et l'allée disparaît progressivement derrière les arbres. Donc ici, les taupières à Levenshall sont vraiment accompagnées, en fait. Vous venez pas maîtriser à la perfection toutes les formes, vous les laissez s'exprimer. Oui, je pense que nous intervenons dans une réciprocité. Nous laissons les arbres se développer, mais nous les aidons également à pousser dans la bonne direction. Nous les laissons pousser un peu chaque année. On les laisse se déployer, on ne les coupe pas une fois qu'ils ont un certain âge. Au contraire, on cherche à épouser leur caractère et on taille autour. L'art taupière, qui consiste à sculpter les arbres persistants pour leur donner des formes diverses, existe depuis l'Antiquité. Les taupières de Levenshall sont parmi les plus anciennes d'Angleterre.
Cet endroit a un passé magnifique. Tout a été enregistré, d'abord dans des lettres, puis par des peintures et des photos. Il y a environ un siècle, quelques cartes postales ont été faites. En voici un exemple. Nous sommes à peu près à l'endroit où elles ont été prises. Cela montre comment le jardin a évolué, à quel point rien n'est figé. Les taupières grandissent et se développent. Et ici, nous avons ce que nous appelions la lanterne portugaise. Mais elle ne ressemble plus tellement à ça aujourd'hui. C'est cette forme avec l'anneau au-dessus. Il faudrait plutôt l'appeler le cyclope maintenant. Donc là, Chris, on voit bien que les formes sont complètement distendues. On le voit avec la porte. On a vraiment l'impression qu'on est venu les gonfler, qu'on a augmenté leur volume. Là, on avait des formes qui étaient extrêmement strictes et la pyramide devient une sorte d'ogive, en fait. C'est presque de l'art contemporain, là, à ce stade. Tout le jardin est comme un parc de sculptures contemporaines. Et on aime beaucoup ça. Nous avons planté des fleurs avec beaucoup de couleurs en dessous, pour faire comme un socle où les sculptures se dressent. Alors les formes, elles sont devenues tellement étranges que finalement, ce jardin, il fait appel à notre imaginaire. On peut interpréter chaque forme de plein de manières différentes. C'est un peu comme un pays merveilleux, des formes comme un conte de fées. C'est tellement étrange qu'il ressemble à des personnages de dessins animés. Spécialement celui-là. Celui-là ressemble à R2D2. Tout le monde, chaque génération, peut voir quelque chose de différent dans ces formes. Sont-elles des sculptures abstraites, des peintures de Dali, ou de simples personnages de Disney? Ou peut-être rien de tout ça. Où que vous regardiez, vous pouvez avoir votre propre interprétation. C'est très amusant, juste de se balader et d'explorer. Il y a quelque chose de formidable dans ce jardin. C'est de regarder un arbre qui n'en est pas vraiment un. Chris, vous ne vous contentez pas d'accompagner la nature, parce que par exemple, quand on regarde cette série de plateaux, on a plutôt le sentiment que vous êtes venu accentuer des formes inattendues, en fait. Oui, on pourrait faire des formes parfaites si on le voulait. Mais c'est un vieux jardin, et parfois nous épousons juste la forme vers laquelle l'arbre semble aller. Ça donne plus de personnalité à l'ensemble. Ça fait plus vieux. C'est plus amusant. Après un certain temps, il y a des surfaces planes qui commencent à s'affaisser. Nous avons essayé de les combattre, mais désormais, nous préférons plutôt les chérir et faire de ces œuvres très formelles quelque chose de plus abstrait. Vous utilisez essentiellement de l'if dans le jardin. Oui, celui-là est un if doré. C'est très beau dans le jardin. Il a un nouveau feuillage jaune clair. Pas du tout la même couleur que les autres. Oui, ceux-là sont plus sombres. L'if est parfait pour des formes plus grandes, qui vont jusqu'à 10 mètres. Mais pour les plus petites formes, on prend du buis. On peut les tailler de façon plus délicate. Il y a plusieurs exemples dans cette zone. Les buis, on les utilise pour des formes jusqu'à 2 mètres. Même s'ils commencent à être frisotants à cette époque de l'année, les formes peuvent être très précises et ça dure environ 6 mois. Dans ce coin-là, on a fait un tire-bouchon. On n'utilise pas d'outils, ou seulement un bâton qui sert de règle. Avec un sécateur, je tourne autour, en le taillant de plus en plus haut. Et tout à l'œil alors? Oui, à l'œil. La première année, il ne ressemble à rien. Et puis, il devient de plus en plus compact. Ici, je taille pour ouvrir. Parfois, j'utilise un bâton ou une corde pour que le disque soit bien circulaire. Quand ils sont petits, ils sont malléables. On peut facilement changer leur forme. Et je suis très fier de mes petits bébés dans le jardin. La plupart du temps, c'est moi qui les taille. Ça assure une continuité dans leur forme. Ça, c'est des nouvelles sculptures alors que vous venez ajouter à Levenshulme. C'est une manière de marquer de votre empreinte le jardin de Levenshulme. Oui, c'est formidable de pouvoir laisser ma marque ici. Ça fait 30 ans que je suis là et j'espère rester encore longtemps. Je pourrais voir ce que j'ai planté devenir partie intégrante du jardin. Je laisse mon empreinte pour les prochaines générations. Enfin, j'espère. Les jardiniers qui se sont succédés à Levenshulme ont apporté leur vision personnelle au jardin, tout en respectant le dessin de Guillaume Beaumont.
Susie Bagot est l'actuelle propriétaire du domaine. Son mari est le descendant de James Graham, à l'origine du jardin. Suzy, comment commence l'histoire du domaine de Levenshall? Ça commence très tôt. Le terrain a été clôturé pour la première fois au XIIe siècle. La première construction sur cette terre était une tour défensive, car à cette époque, les temps étaient houleux entre les Anglais et les Écossais. C'est le début de Levenshall. Quand Graham achète la maison en 1689, il ajoute 2 ailes, au sud et à l'arrière de la maison, et il amène le paysagiste Beaumont qui commence à dessiner le plan du jardin tel que nous le voyons aujourd'hui. Et donc c'est James Graham qui va décider de construire un jardin autour de son manoir. Oui, quand il arrive, il n'y a pas de jardin, juste une simple étendue ouverte. James Graham a probablement rencontré Guillaume Beaumont à la cour du roi Jacques II. Beaumont travaillait pour le roi au château de Hampton Court. Alors quel type de jardin Beaumont va proposer à James Graham? Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À la fin du XVIIe siècle, le jardin formel était très à la mode. Donc il composait avec ce qu'il connaissait, à savoir le jardin régulier, comme à Hampton Court. C'était très structuré, dessiné avec beaucoup de détails et en accord avec la mode de l'époque. C'était très géométrique. C'était le modèle à suivre. J'imagine que la difficulté pour Beaumont était de travailler dans le nord, avec cette météo, et de faire pousser des choses plus difficilement qu'ailleurs. Il sélectionnait attentivement les arbres, les plantes, les légumes et tout ce qui pouvait pousser par ici. Le plan en croix constitué par une haie de hêtres détermine les grandes lignes du jardin. Il se compose de 4 carrés, le jardin de la fontaine, le potager ornemental, le boulingrin pour le jeu de croquet et le verger. De grands massifs de vivaces bordent les allées selon différents thèmes de couleurs. L'emblématique jardin de taupières longe la résidence à l'est. Le domaine se ferme au sud par un jardin sauvage et une allée de tilleuls. Une allée d'arbres à l'ouest ouvre une perspective sur la campagne environnante. Alors, ce qui est étonnant, c'est que Levenshall a presque 4 siècles et la structure du jardin n'a presque pas bougé. Je crois que c'est très lié aux personnes qui ont vécu ici. Lorsque Graham mourut, il légua la maison à sa fille Catherine. Elle connaissait Beaumont, elle adorait Levens, elle refusa qu'il y ait un quelconque changement. Puis elle loua la maison à sa belle-fille, qui n'avait pas les moyens de changer quoi que ce soit. Ça a permis de traverser une époque où la mode des paysages changeait. Une époque cruciale où les gens se débarrassaient des jardins formels, car ils préféraient le nouveau style de jardin paysager, beaucoup plus libre. Levens resta alors dans cette sorte d'intemporalité et passa à travers cette période de changement et devint alors unique en son genre. Personne ne voulut plus le changer. Le jardin était devenu tellement spécial qu'il fallait qu'il reste tel qu'il était. Alors effectivement, la structure, elle, n'a pas changé. Le tracé du jardin est toujours le même aujourd'hui. En revanche, ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire les carrés plantés, eux, ils continuent d'évoluer. Chaque famille dans la maison, chaque génération, a différents souhaits, différentes idées pour le jardin. Dans les années 1920, la famille qui vivait ici avait des cours de tennis dans le jardin. Maintenant, nous avons des fontaines. C'est totalement nouveau.
Ça évolue et c'est fascinant. Mais la famille reste très stricte sur le fait qu'il faille rester fidèle au plan originel de Beaumont. Les choses changent toujours d'une certaine manière. Mais pour moi, ce qui est vital, c'est que fondamentalement, la structure même du jardin ne change pas. La nature du jardin, son atmosphère, son caractère doivent rester les mêmes. Et il y a bien des façons de conserver tout ça aujourd'hui. Des palissades de hêtres, vieilles de 300 ans, structurent le jardin. Les branches s'enchevêtrent, déformées par des siècles de taille. Aux confins du jardin, Guillaume Beaumont aménage une ouverture singulière sur le domaine. Chris, on est au bout d'un des deux grands axes du jardin de Levenshulme, dans un jardin qui est plutôt clos. Et là, tout d'un coup, on a une grande fenêtre sur le paysage. Tout à fait. C'était extraordinaire pour l'époque d'avoir une fenêtre sur l'extérieur et sur le paysage. C'était très novateur. Beaumont était en avance sur son temps. Cette avenue d'arbres créée par Beaumont est en fait une allée de massifs, de groupes d'arbres, alignés comme des soldats à travers la campagne. Elle ne mène nulle part, si ce n'est à un panorama. C'était spectaculaire pour l'époque, car c'était la nature à son état sauvage, comme on ne la voyait jamais dans un jardin. Avant la création de Levenshulme, presque tous les jardins étaient entourés de murs, de clôtures ou de haies. On ne voyait pas l'extérieur. Mais ici, grâce à ce fossé, le haha, supposé le plus vieux d'Angleterre, on pouvait voir à l'extérieur. Alors c'est quoi l'utilité d'un haha? Le haha permet de voir le paysage environnant, tout en empêchant les vaches qui sont là d'entrer. Il y a un mur ici, mais il est caché au fond d'un fossé. Donc, de ce côté, ce que l'on voit, c'est juste de l'herbe qui s'étend jusqu'au paysage. Rien ne paraît anormal. C'est quand on arrive ici qu'on voit le fossé. C'est très efficace. Une très grande innovation qui fonctionne encore très bien 300 ans plus tard et qui empêche les vaches de passer. Alors pourquoi on lui a donné ce nom de haha? On ne sait pas. On pense que ce sont les Français qui ont inventé le mot haha. On pensait que c'était les Anglais, nous. Pour nous, le mot haha est une expression de surprise. Les gens ne voient rien jusqu'au dernier moment et disent alors « haha ». C'est la surprise. Dans le verger, de grands massifs fleuris bordent les allées. Les massifs fleuris de Levenshulme s'inspirent des mixed borders, les bordures mélangées à la mode en Angleterre à la fin du XIXe siècle. Les plantes sont choisies pour créer des volumes le long des allées, les plus grandes à l'arrière-plan, les moyennes et les petites à l'avant. Les fleurs s'y répondent dans une harmonie de couleurs. Leslie Winter est jardinière à Levenshulme. Elle est responsable des massifs fleuris. Tu veux bien faire un nœud? Here? Attache-le autour du poteau en bois. Comme ça. Elles ont tendance à s'affaisser quand la terre est sèche. Si on ne met pas de support, elles s'effondrent sur les autres plantes. Celles qui sont en dessous n'auront pas assez de lumière pour survivre. Quelle couleur quand même. Leslie, combien de temps elles vont fleurir là, les scabieuses? Parce qu'on dirait qu'il y a certaines
des fleurs qui sont très avancées et d'autres qui sont en train de pousser. Elles vont fleurir pendant plusieurs mois. Si j'ai le temps, je viendrai couper les têtes fanées pour qu'elles repartent. Je fais ça sur mon temps libre, car Chris dit qu'on n'a pas le temps pour cela. Mais elles vont continuer de fleurir jusqu'à la fin de l'été, jusqu'au tout début de l'automne. Donc Leslie, là on est dans l'axe médian du jardin qui traverse en fait les haies de hêtres et puis le cercle de hêtres. C'est ici que vous avez décidé d'installer les grands massifs fleuris de Levenshulme. C'est un peu le feu d'artifice ici. Oui, c'est vrai. C'est magnifique. Je l'appelle le plat de résistance du jardin. C'est l'endroit où je passe le plus de temps. J'y suis très attachée. La vue sur l'allée est magnifique, traversant la haie jusqu'au AA. Il n'y a pas trop de variétés de plantes qui se bousculent pour attirer l'attention. On répète les mêmes espèces pour essayer d'avoir un effet miroir, une régularité qui apporte cet aspect apaisant. Et c'est vrai qu'avec le feuillage des hostas, on voit bien que vous le répétez à plusieurs reprises le long de l'allée. Oui, ça fait ressortir les fleurs blanches qu'on a là. Ça donne du relief à l'ensemble. Ah ouais, alors là, vous utilisez la rhubarbe au milieu du massif fleuri. C'est une rhubarbe un peu particulière. On l'appelle la rhubarbe ornementale, Rheum palmatum. C'est très sculptural, ça fait de très beaux pieds pour les fleurs. Elle a bien sa place dans ce massif. Et puis les petites digitales là qui dépassent, qui sont magnifiques. Oui, elles sont superbes. Celle-là, elle est un peu bizarre. Oui, celle-là est une mutante. Ici, il y a les fleurs normales et celle-ci au-dessus qui est comme une sorte de campanule. On a gardé ces graines pour essayer de la reproduire et en planter d'autres dans les massifs. Là, dans ce massif fleuri, tout est magnifique. On a des percées sur le verger. Là, on est au milieu des néfliers, au milieu des pommiers. On a des euphorbes qui fabriquent des belles lumières là, au milieu de ces feuillages un petit peu foncés. Alors moi, il y a quelque chose que j'adore dans le verger, c'est la manière dont vous gérez les tout petits carrés de prairies au pied des arbres. Oui, on coupe l'herbe en petites allées. On laisse les petites fleurs sauvages. Ça donne une impression de tapisserie, de damier. Ça contraste avec les pelouses impeccables ailleurs dans le jardin. Exactement. Ça participe à l'aspect relaxant ici. Ça doit être un vrai bonheur de travailler ici. C'est très agréable de travailler ici, comme de s'y promener. Je fais tout avec mes mains. Je n'utilise aucun outil mécanique. Je fais exactement comme les jardiniers ont fait avant moi depuis 3 siècles. J'aime beaucoup travailler toute seule ici, à essayer de perpétuer cette tradition. Et c'est comme si les anciens travaillaient à mes côtés. C'est formidable. Chris, tu vis dans la même maison que Beaumont, qui a conçu le jardin de Levenshulme. Comment tu imagines le jardin dans les 20-30 prochaines années? Comment il va évoluer? Dans un sens, nous refaisons le jardin chaque année. Et chaque année, nous sommes enthousiastes à l'idée de créer de nouvelles choses. Bien sûr, nous gardons sa structure originelle. Mais il y a encore beaucoup de choses à imaginer, à apporter dans les plantations.
Donc je pense qu'il va continuer à changer jusqu'à ce que je vieillisse. Quand je ne serai plus là, j'espère que mon successeur emmènera le jardin dans une autre direction, avec enthousiasme et la même liberté que moi. Et les innovations du futur seront ainsi le prolongement des 300 dernières années.